Sûrement, ce soir, il va nous parler d'une psychologie nouvelle. Cette psychologie qui est surtout la psychologie de l'homme transitif. Il saura sûrement nous apporter des éléments qui vont nous aider à comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe. Accueillons Daniel Camp. Là-dessus, pour faire passer le temps en attendant que les gens qui avaient de la misère à stationner arrivent. Un peu. Bon, sur la cassette, vous comprendrez ce qui se passe. Feu! Feu. Est-ce qu'on pourrait commencer par expliquer ce que Daniel entend par la psychologie toujours. C'est un drôle de verre que t'as, hein? Ils ont plus de fond, puis il n'y a plus d'ouverture en haut. C'est ça. Ils ont l'ouverture en bas au lieu d'avoir l'ouverture en haut. J'ai compris. Alors, qu'est-ce que tu pourrais entendre, ou qu'est-ce que tu entends plutôt, par psychologie globale de l'homme nouveau? Bon, moi, rien, c'est les personnes qui trouvent les titres qui ont mis psychologie globale de l'homme nouveau. Il y a un problème fondamental au niveau de l'homme nouveau, c'est qu'il n'a pas de psychologie. Alors, évidemment, ça complique un peu le début de la conférence. Comment ça, il n'y a pas de psychologie? Psychose veut dire âme. Logie, disons, comme on l'apprend à la petite école, science qui étudie. Donc, psychologie, c'est science qui étudie l'âme. C'est la science de l'âme. Lentement, les psychologues ont été altérés par cette mécanicité de l'âme. Ils ont fini par ils ont voulu trouver un autre terme à l'âme. Et ils ont appelé ça l'ego, le moi, le soi, le je. L'identification de l'homme. Maintenant, la théologie dit que dans l'homme, il y a l'âme. Et il n'y a que l'âme qui vit. L'âme accumule de l'expérience. L'âme a un privilège d'une forme de libre arbitre. L'âme peut disons, différencier le bien du mal. L'âme doit être sauvée ou dans d'autres formes d'intuition théologique, l'âme est immortelle. L'âme vit après la mort. L'âme se réincarne ou l'âme va au paradis. L'âme réhabite son corps lors de la résurrection des morts, dépendant donc des théologies. La psychologie étant du domaine plus scientifique, évidemment, n'a pas voulu accepter immédiatement toute la phénoménologie de l'âme réincarnative ou ressuscitative. Et ils ont, pour parler de ce qui habitait l'homme, de ce qui vivait dans l'homme, ils ont donc transformé le mot âme par l'ego, par le subconscient, par l'inconscient, par le conscient, par le je, le moi, etc. Alors, même si on change la terminologie, même si on change de mot, on parle toujours du même phénomène. On parle de ce qui habite l'homme et de ce qui gère apparemment l'expression physico-psychologique de l'homme. Maintenant, pour comprendre qu'est-ce que la psychologie de l'homme nouveau, parce que j'en ai déjà parlé, mais ce soir, évidemment, on ne parlera pas de la même chose. Pour comprendre la psychologie de l'homme nouveau, donc pour comprendre les mécanismes qui régissent l'âme de l'homme nouveau, il faut évidemment commencer par comprendre ce qu'est l'âme. Et quels sont les mécanismes qui régissent l'âme de l'homme ancien, de l'homme transitif. Et après, on verra pour l'homme nouveau. De toute façon, c'est beaucoup plus utile de travailler sur la mécanicité amique, donc reliée à l'âme, chez soi, plutôt que sur la mécanicité amique d'une théorie ou d'un potentiel futur, celui de l'homme nouveau. Alors, d'où ça vient une âme? D'où vient la psychologie de l'homme? Est-ce que c'est quelque chose qui... du plan du monde des morts, ou du plan de l'esprit, ou de quelque part. Choisis un jour l'incarnation, donc choisis un corps, choisis une famille, choisis un endroit, un lieu, et s'incarne par le processus de la procréation, donc de la naissance, et il va habiter un corps physique qu'il n'aimera pas, qu'il maudira un peu, va vivre dans une famille dont il n'aimera pas nécessairement les parents, aura des amis qui vont le voler un peu, n'aura pas le travail qu'il avait prévu dans le monde des morts, n'aura pas un corps suffisamment en santé comme il avait choisi, donc sera un peu malade, et finira par avoir quelques accidents qu'il n'aura pas voulu, pour avoir un salaire ou, disons, pas un compte en banque, peut-être pas ajusté à ce qu'il aurait pensé, et pour finalement mourir en ayant peur de retourner là où il est venu. Bon, est-ce que c'est ça l'âme? Est-ce que c'est ça la psychologie?
Parce que la théologie enseigne un paquet de choses. La théologie, quand je parle de théologie, je ne parle pas nécessairement de la théologie chrétienne ou catholique. Je parle de tout ce qui est intuitif, donc de l'explication cosmique émotive de l'homme, de l'univers, de la planète et de sa présence. La théologie, c'est donc tout ce qui constitue les religions, tout ce qui va constituer les morales et les écoles traditionnelles, dont l'ésotérisme, l'occultisme, l'alchimie, la kabbale. Ça, c'est la théologie. C'est-à-dire l'étude de Dieu ou l'étude des mécanismes divins ou l'étude du Dieu dans l'homme ou l'étude des mécanismes qui permettent à l'homme de relier Dieu. La théologie. Lorsque l'on parle encore une fois de l'âme, l'âme peut être sauvée, l'âme est immortelle, donc l'âme n'a pas à être sauvée, ou l'âme est immortelle, mais elle peut passer l'immortalité en enfer. Ah, évidemment, c'est pas intéressant. Et souvent, dans la théologie, comme dans la science d'ailleurs, dans la psychologie, on dit que l'âme a un libre arbitre total, que l'âme peut choisir entre le bien et le mal, que l'âme est une forme évolutive, que l'âme est une partie de Dieu. On dit bien des choses. Mais tu sais, tu sembles en douter. Non, je ne doute pas qu'on dit ça. Tu sembles douter que ce mécanisme est vrai. C'est-à-dire que non, oui, ben ce mécanisme est frauduleux. C'est-à-dire que ce n'est pas l'âme, ce n'est pas ça. Est-ce que l'âme est immortelle dans une certaine forme, sur un point de vue cosmique, non, et sur un point de vue planétaire, oui. Bon. Est-ce que l'âme est une partie de Dieu? Sur le point de vue cosmique, oui. Sur le point de vue planétaire, non, même si l'homme veut le dire. Est-ce que l'âme a un libre arbitre? Ben, sur le point de vue planétaire, il veut en avoir un, mais il souffre continuellement que ça marche pas. Et du point de vue cosmique, il n'en a pas. Si ça marche pas, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qu'il comprend pas? Non. De son libre arbitre. C'est-à-dire que oui, l'âme, il y a bien des choses que l'âme ne comprend pas. La psychologie de l'âme, il y a bien des choses que la psychologie de l'âme ne comprend pas. Il y a bien des choses que vous ne comprenez pas de vous ou des autres. La science psychologique, même la psychiatrie, ou même la psychanalyse, ou même la scientologie, ou même toutes les sciences, disons, de la psychologie de l'âme, toutes les sciences de l'âme, n'arrivent jamais à comprendre comment ça se fait qu'un jour, un homme ou une femme, un être humain, qui est extrêmement brillant, correct, finit par faire une dépression nerveuse. Comment ça se fait qu'à un moment donné, une personne pacifique devient colérique et tue? Comment ça se fait qu'un être humain, à un moment donné, décide de violer quelqu'un? On dit c'est un violeur, c'est pas un violeur. Oui, On a déjà parlé de Claude Charon, qui, à un moment donné, a volé un veston chez Eaton. C'était pas un voleur. C'était un être manipulé. Oui, il était manipulé à cause qu'il était probablement fatigué. Non, pas à cause que. Il était manipulé tout simplement. Et celui qui viole est aussi manipulé que Claude Charon. Que n'importe quelle personne qu'on met en prison ou qu'on tue ou qu'on catapulte dans d'autres pays. Histoire des colonisés. Qui manipule? Qui manipule? Le gros problème, vois-tu, cosmiquement, c'est qu'il n'y a pas de manipulateur malgré que l'homme soit manipulé. Bon, mais ça, c'est une chose. Oh, il faut éclaircir ça. Hein? Et quelle gorgée. Bon. Une autre? Oh oui, tu peux. Psychologie. Partons simplement de votre naissance, d'accord? On va commencer avec la naissance de vous-même, et non pas de la naissance de l'être humain dans l'univers. On va peut-être y arriver, mais pour l'instant, disons que ce n'est pas nécessairement utile pour comprendre ce qu'est la psychologie globale de l'homme ancien et de l'homme nouveau. Alors un jour, vous avez vos parents, père et mère, habituellement, qui vont fusionner ensemble leur code génétique par le spermatozoïde qui va féconder l'ovule. Et à partir de cet instant, il y aura un échange au niveau de la génétique qui permettra à votre père et à votre mère de transmettre leur évolution physique, leur évolution vitale, donc leur propre vie pour créer la vôtre, votre vie. Et selon ce que sera constitué le corps physique qui va naître de la fécondation, on aura un récipient, un réceptacle. Ce réceptacle est constitué d'énergie matérielle, c'est-à-dire d'énergie atomique, d'atomes, qui, formés par de l'énergie vitale, vont constituer des molécules, et qui, formés par de l'énergie vitale hautement évoluée, vont constituer ce qu'on connaît sous forme du corps. Donc, l'orchestration des molécules, de façon à ce que vous ayez le nez placé à la bonne place, les oreilles placées à la bonne place, et un corps physique qui ressemble à ce qu'on s'attend d'un corps humain. S'il y a une altération au niveau du plan vital pendant la gestation fœtale, alors on peut avoir des problèmes, certaines pathologies qui vont être congénitales, un défaut du nez, par exemple, ou un défaut d'une oreille, ou un défaut cardiaque, ou des choses comme ça. Bon. Ça va pour le corps physique, pour le corps vital.
Et si on ôte le corps vital d'un corps physique, le corps physique perd immédiatement la mémoire de sa constitution, donc se défait. C'est ce qu'on appelle être mort. La vie a quitté le corps et le corps pourrit. Le corps ne pourrit, le corps pourrit, oui. Le corps ne pourrit pas non plus. Le corps est alchimisé, c'est-à-dire que le corps est retransformé en quelque chose d'autre. Donc, le corps va être absorbé par l'énergie vitale de la Terre qui va le transformer en compost ou en peat moss. Il y en a qui l'achètent dans des sacs. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusque-là, ça marche. Maintenant, l'âme, il vient quand, l'âme? La théologie se pose la question, la science aussi, quand est-ce qu'on peut avorter sans créer un meurtre, et quand est-ce qu'on ne peut plus avorter, c'est-à-dire tuer en commettant un meurtre? Quand est-ce que l'âme prend possession du corps? L'âme du père et l'âme de la mère habitent chaque partie de l'homme, chaque partie constituant de la physiologie. Cela veut dire que lorsque le spermatozoïde se promène quelque part, il est habité par de l'âme. Lorsque l'ovule descend quelque part, elle est habitée par de l'âme. Et lorsque le corps pourrit, l'énergie vitale s'en va et l'âme quitte cette partie. Où va l'âme? Elle va dans le monde des morts. Lorsqu'un ovule, par exemple, est rejeté par la menstruation, bien évidemment, il y a une partie corporelle qui est maintenant morte, qui contenait de l'âme, qui contenait un enfant en potentiel, mais qui, comme tel, ne contenait pas d'enfant, pour la simple raison que de dire que ça contenait un enfant potentiel, c'est de la spéculation, c'est-à-dire que dans la réalité des choses, c'était une cellule qui n'avait aucune autre fonction que d'être une cellule. Elle aurait pu un jour avoir une autre fonction si elle aurait rencontré un spermatozoïde dans un endroit particulier du corps de la femme et s'il y aurait eu donc la gestation d'un enfant. C'est un peu comme de dire, qu'est-ce que serait notre vie aujourd'hui si Adolf Hitler avait gagné la guerre? Ben, ça vaut pas la peine d'en parler, il l'a perdu. C'est le même phénomène, oui, ça veut dire que chaque fois qu'on a un ovule qui part, c'est comme un enfant qu'on tue. Non, parce que c'est pas un enfant, c'est un ovule. Ça vaut pas la peine de dire, oui, mais ça aurait pu être. Ça aurait pu être bien des choses, mais ce n'est pas des choses. Exactement comme vous regardez de la terre, crime, si je plante une graine là-dedans, puis ça pousse, puis je la mange, la terre, c'est moi. Je devrais la manger, c'est moi. Puis ils l'ont pas dessus, je pile sur moi. Si on peut spéculer et s'amuser longtemps. L'âme est un constituant énergétique créé par l'énergie vitale du spermatozoïde et de l'ovule. C'est une petite enveloppe, une petite ballonne, qui va, lorsqu'elle va apparaître dans le corps physique de la mère, être placé lorsqu'il y a fécondation, c'est à cet instant qu'un être humain vient de naître, c'est-à-dire qu'un être humain vient de... On sait qu'il y aura un être humain. À partir de l'instant où il y a fécondation. À partir de l'instant où il y a fécondation, l'âme de la mère et l'âme de la père, très minime, contenues dans l'ovule et le spermatozoïde, automatiquement vont se fusionner et former l'âme de l'enfant. Donc, à l'instant où on avorte un ovule fécondé, comme tel, si on veut parler de meurtre, eh bien, on commet un meurtre. Maintenant, est-ce que cosmiquement, ça a une importance de commettre un meurtre ou non? Ça n'en a pas. Est-ce qu'à ce moment-là, la considération du meurtre est vraiment spéculatif? Oui, le meurtre, c'est un phénomène social. Le meurtre, ce n'est pas un phénomène cosmique. L'être humain meurt de toute façon. Le meurtre, ce n'est pas un phénomène cosmique, c'est un phénomène social. Oui, mais l'homme... Ou théologique. Oui, mais c'est ça. L'homme est supposé d'être en contact avec le cosmique, l'énergie. Oui, c'est très cosmique, effectivement. Alors... L'homme est supposé être en contact avec le cosmique. Maintenant, quel cosmique? Quel plan du cosmos? Quel genre de contact? Et tu l'as dit toi-même, il est supposé. On reviendra sur les suppositions. Lorsque l'âme apparaît dans l'ovule, dans le fœtus, donc lorsque vous avez été un jour à l'état de fœtus, il y avait une petite âme et il y avait un petit peu du plan des morts qui venait habiter cette âme, donc de la mémoire. On va passer sur certaines choses qu'on a déjà expliquées. Bon, si on a des questions dans la deuxième partie, on pourra expliquer un peu plus. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme, c'est une enveloppe d'énergie vitale qui porte un nom théologique de séraphin et un nom, disons, ésotérique de périsprit. Et cette enveloppe, il est d'énergie vitale, donc il est vivant. L'âme, c'est vivant. Sauf que l'âme, il est constitué de mémoire. L'âme, ça est constitué de parties qui proviennent du monde de la mémoire, donc du monde de la mort, c'est-à-dire que la mémoire n'est jamais la relation exacte d'un phénomène réel, donc la mémoire n'est jamais de la vie. La mémoire, c'est un phénomène, c'est une trace, c'est un enregistrement de quelque chose qui a vécu mais qui ne vit plus. Et il n'y a que la mémoire pour nous rappeler que ça a vécu. Alors la mémoire, elle contient des choses mortes, vu qu'elle nous rappelle que cela a été. Elle ne peut pas dire ce que cela est. Bon. C'est pour ça qu'on appelle le monde de la mort, ou le ciel, ou le monde astral, on appelle ça le monde de la mort. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme va donc grandir chez l'enfant, chez le fœtus, et la première partie de l'âme va être nourrie par le sang de la mère. Vous avez sans doute tous remarqué chez vous que chaque fois que vous aviez une expression psychologique, il y avait une expression corporelle, donc une expression physique.
L'âme est surtout centralisée au niveau de l'hypothalamus et du thalamus du cerveau. Et par le biais de l'hypothalamus et de la glande hypophyse, la chef d'orchestre du système endocrinien, l'âme, donc la psychologie, va exprimer son plan émotif comme son plan de désir à travers tout le système endocrinien du corps. Donc, va toujours obliger le corps humain à réagir comme en état de choc. C'est-à-dire que le corps humain va sentir son énergie puisée par l'âme. Automatiquement, il va réagir comme s'il était en pénurie de quelque chose. Et c'est ce qui va s'appeler l'expression émotive. Ton cœur accélère. Ton cœur accélère pourquoi? Parce que ton âme vient de sucer de l'énergie au niveau cardiaque. Alors, ton cœur, perdant de l'énergie, se met à accélérer pour pouvoir compenser ce qui lui manque, et l'humain va dire « Je suis en amour ». Le cœur est en train de mourir, mais l'humain est en amour. Bon, c'est quelque chose qui se passe. Une personne va être, par exemple, gênée, alors elle se met à transpirer. Pourquoi? Parce que le corps a une attaque, c'est-à-dire qu'il y a encore, au niveau de l'âme, un puisement d'énergie quelque part dans le corps qui oblige automatiquement le corps à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le corps se met automatiquement à fonctionner. Alors, le corps peut se mettre à transpirer. Ça met, par exemple, il peut être, normalement, quand on transpire de gêne, la peau, elle est moite et froide. Bon, c'est jamais chaud, c'est moite et froid. Si, par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui est en train de faire un infarctus du myocarde, vous allez aussi constater que sa peau est moite et froide. Pourquoi? Parce qu'il y a une réaction adrénergique, il y a de l'adrénaline, entre autres, qui est sécrétée, et après un certain laps de temps, la constitution de la peau devient moite et froide. Bon, c'est un état de choc. Regardez un autre exemple. Je t'annonce que tu as gagné $1 milliard à la loterie et tu perds connaissance. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, ton âme, vivant l'émotion donc de l'information, puise tellement dans le corps physique, on appelle ça un choc vagal, c'est-à-dire qu'elle va tellement puiser au niveau du corps physique que le cœur va ralentir à un point tel qu'il n'aura plus suffisamment de pression pour nourrir le cerveau et tu vas tomber dans les patates. À l'instant où tu tombes inconscient, toute ton âme quitte un peu ton corps, ce qu'on appelle, disons, un dédoublement astral ou une extra-conscientisation astrale, et automatiquement le corps redevient le normal, ce qui fait que tu vas te réveiller. Et te réveillant, tu vas dire qu'est-ce qui s'est passé, on va te le dire et tu vas encore tomber des patates. Bon. Pourquoi? Parce que lorsque l'âme exprime de l'émotion, il agresse automatiquement le corps. Il faut comprendre que toute la phénoménologie de l'expression émotive est toujours une agression corporelle. Sauf que l'humain va dire, parce que la théologie a toujours enseigné, contrôlez vos émotions. Tandis que la science a dit, exprimez vos émotions. Parce que l'émotion refoulée tue l'homme. Et la théologie a dit, l'émotion qui est exprimée tue l'âme. Alors, de quelle façon pouvons-nous, encore une fois, concilier la psychologie de l'homme lorsque la science dit « exprimez-vous ». On a toute une panoplie de psychologie où l'être humain vient, où il se déshabille, où il danse, où il se drogue, où il boit, où tout le monde se touche. Bref, il exprime au coton son émotion. Les Romains ont inventé ça avec les orgies. D'ailleurs, les Égyptiens le faisaient déjà avant, mais on n'en parlait pas. On écrivait trop, c'est trop long à écrire pour expliquer tout ce qui se passait dans une orgie. À ce moment-là, ni la science ni la religion ont raison, finalement. Les deux ont raison, les deux ont tort. C'est-à-dire que les deux voient un point de vue de la montagne, mais personne ne voit la montagne. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme va donc être le fœtus dans l'utérus de la mère et nourri par le sang de la mère. Le sang de la mère est le système expressif de l'émotivité, donc de l'âme de la mère. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la psychologie de la mère vit quelque chose, elle oblige le système endocrinien à sécréter des hormones. Ces hormones, étant endocrines, sont immédiatement rejetées dans le sang et ils vont être véhiculés par le sang jusqu'à certaines parties du corps qui vont être réactionnaires à ces hormones. Comme l'adrénaline va rencontrer des endroits adrénergiques qui vont pouvoir réagir, être stimulés par l'adrénaline. Bon, on a différentes hormones qui vont pouvoir obliger le corps à exprimer des choses. Et ces choses-là sont connues par l'humain, par l'homme ancien, comme étant de l'émotion. La peur est un état de stress physique qui est engendré par une sécrétion hormonale particulière et on dit « tu as peur ». Ça paraît, tu trembles, tu shakes. Pourquoi? Parce que la conductibilité nerveuse commence à être altérée. On a des maladies qui créent le même phénomène. La peur fait la même chose. Bon, on va, en regardant ton visage, on va dire, mais tu es heureux. Oui, parce que tu as une autre forme de tremblement. Tu as une crispation musculaire différente. Tu as une transpiration. Même le chien le chien, s'il pourrait aboyer convenablement, il pourrait dire que tu as une odeur différente. Parce que le chien l'aperçoit. Bon. Alors, il faut comprendre que lorsque la mère a le bébé dans elle, lorsqu'elle vit une panoplie d'émotions, elle transmet par le système sanguin toutes ces émotions-là à l'enfant, et l'enfant va donc lentement remplir expérientiellement, donc il va expérimenter l'émotion de la mère avant même de connaître pour lui-même l'émotion. Pourquoi? Parce que l'hormone va faire réagir le corps physique de l'enfant, et automatiquement, cette résonance physique de l'enfant va être enregistrée comme une expérience qui va être mémorisée au niveau de l'âme, et lentement, ça va commencer à constituer
ce que sera l'âme du nouveau-né. Lorsque l'on dit, par exemple, que la mère, les vibrations ou les émotions qu'elle va vivre pendant la gestation sont drôlement importantes, mais ça va de soi. Parce que plus la mère a d'émotions, plus elle sécrète des hormones. Plus elle sécrète des hormones, cela équivaut à injecter de l'hormone directement dans le fœtus. Alors évidemment, l'évolution physique, psychologique, mentale, etc. de l'enfant va être altérée par la dose d'injection d'hormones. Ça devient à un moment donné une drogue. Bon. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant apprend donc, premièrement, à remplir son âme de l'émotion de sa mère. Donc, lorsque l'enfant est dans le corps de la mère, l'enfant, c'est la mère. Lorsque l'enfant vient au monde, évidemment, il est coupé du système sanguin de la mère. Donc, à partir de cet instant, il va commencer à filtrer la correspondance qu'il a avec sa mère à partir de ses sens et non plus par le sang de sa mère. De 0, donc de la naissance, disons de 9 mois, aller vers 3 ans, 9 mois à 4 ans, l'enfant va vivre impersonnellement, c'est-à-dire que l'enfant n'aura pas d'identification dans sa psychologie, donc dans son âme. D'où vient le fait que, par exemple, on dit d'un enfant qui vient de naître, il ressemble à son père comme 2 gouttes d'eau, alors qu'il a vécu 9 mois, qui est influencé 9 mois par sa mère? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant ressemble à son père parce qu'il a les yeux de son père. Ça, c'est la génétique physique. L'enfant a les cheveux de son frère, génétique physique. L'enfant a la bouche de sa mère, génétique physique. L'enfant a les doigts ou les mains ou la face globale de son arrière-grand-père, génétique physique. Lorsque l'enfant va grandir, l'enfant va avoir un caractère comme mon oncle. Ça, c'est une génétique vitale, physique et astrale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le ciel, donc l'enveloppe mémorielle de la planète, est constituée d'une façon presque imperturbable. C'est-à-dire que, outre l'égrégore national, outre l'égrégore religieux, outre l'égrégore moral et l'égrégore familial, il y a le ciel. C'est-à-dire qu'il y a un égrégore majeur planétaire qui enregistre toute l'évolution de l'homme au niveau vibratoire. Et c'est ce monde qu'on appelle le monde de la mort, donc le ciel, pour faire différence avec les cieux qui sont à l'extérieur du ciel. Et l'enfant est obligatoirement régi par un archétype, c'est-à-dire par une forme vieille qui est planétaire, qui n'est pas, disons, qui est cosmique en ce sens qu'elle a été instaurée par de l'intelligence cosmique ou le plan supramental, donc le premier plan des cieux. Mais lorsque l'humain, lui, vient au monde, il a des correspondances avec ses parents pour la simple raison que le corps physique étant similaire au corps du père et de la mère, donc au corps des arrières ou des grands-pères et des grands-mères, donc au corps des arrière-grands-pères et arrière-grand-mères, automatiquement, la forme astrale, donc la forme de l'âme, qui est mort de ses ancêtres, placé au niveau du plan de la mort, donc du ciel, a une affinité vibratoire avec le corps qui est similaire à ce que ces âmes-là ont connu. C'est une attraction de ressemblance. Alors évidemment, l'enfant est toujours un peu la réincarnation du vivant, des parents, des grands-parents et évidemment de toute la lignée familiale. Et ça, c'est quelque chose à noter. Lignée familiale au niveau génétique? Au niveau génétique physique, génétique vitale et génétique amique, donc astrale, donc psychologique. Donc, on viendrait finalement, depuis le début d'un archétype. La manifestation d'un archétype. On est l'expression planétaire d'un archétype qui, au fur et à mesure de l'évolution, a été néotypé, c'est-à-dire qu'il a été corrigé et changé par le passage de certains corps physiques qui ont eu la possibilité de pouvoir supporter sans problème le contact avec des énergies, disons, célestes, les énergies intelligentes, en l'occurrence le plan supramental, qui est le plan le plus bas, donc l'Esprit Saint dans l'antique religion. Et l'Esprit Saint ne fait pas partie du ciel, ça fait partie des cieux. L'âme lui-même, lorsque l'enfant vient au monde, l'enfant apprend à découvrir par les tentacules de l'âme, les sens physiques, il apprend à découvrir le monde. Alors, apprenant à découvrir le monde, il enregistre chez lui de l'information. L'information qui est continuellement restimulée, par exemple l'allaitement de sa mère, les soins de sa mère, le voisinage autour de lui. Lorsque c'est continuellement restimulé, ça finit par s'agglomérer ensemble. Vous avez déjà la connaissance de tout ça. Plus vous répétez une mémoire, plus ça rentre et moins on l'oublie. Bon, lorsque cela est fait, lorsque l'enfant revit souvent les mêmes stimuli, il finit par se créer un agglomérat dans son âme. Donc, cet agglomérat va être la partie, disons, naissante de l'ego. Et après, on pourra parler de psychologie. Pour l'instant, il n'y a pas de psychologie. L'enfant n'a pas de psychologie. L'enfant a une mécanicité, mais qui n'est pas psychologique. Il n'y a pas déjà une pré-psychologie du fait de l'expérience de la... psychologie, donc il n'y a pas de psychologie. C'est ce que je dis. Ben oui, voilà. Tu peux l'appeler pré-psychologie, mais c'est pas une psychologie. Prénatal, il n'est pas venu au monde, tu sais. Je veux dire qu'il est prédisposé. Oh oui, il est prédisposé, mais il n'est pas encore en disposition de l'exprimer, donc il ne l'a pas. Si on ne l'avait pas influencé, il serait peut-être pas prédisposé. Vois-tu, si on ne l'aurait pas influencé, il faut faire attention. Pour la simple raison qu'il y a quelque chose d'autre que l'âme dans l'enfant, il y a de l'esprit. Cet esprit n'a pas la puissance de pouvoir s'exprimer dans le corps physique
Parce qu'il lui manque des supports. Et ces supports vont être constitués par l'âme, qui, elle, va engendrer le plan mental. Et lorsque l'âme va maintenant daigner s'effacer, donc s'anégoïser, le plan mental va prendre la place de l'âme, et là, l'esprit va prendre la place du mental, l'homme va être espritisé, l'homme va être donc connecté, fusionné à lui-même, donc à son esprit. Mais le problème, c'est que l'esprit ne pouvant pas prendre contrôle d'un corps qui naît, parce qu'il lui manque des substances pour s'asseoir, en l'occurrence l'âme, donc l'archétype cosmique qui a été créé justement par de l'intelligence au niveau de l'âme, permet à l'homme physique d'avoir une âme. L'âme est constituée comment? On a expliqué brièvement, mais on parle de ne pas l'influencer. J'ai déjà expliqué de quelle façon les plans du ciel étaient séparés vibratoirement en différents paliers et que chaque planète de notre système solaire avait une attraction selon sa constitution minérale pour l'un des paliers. Cela veut dire que lorsque l'enfant vient au monde, le ciel du lieu, de la date et l'heure qui est au-dessus de lui, ou disons autour de lui, est un ciel particulier qui ressemble exactement à la coloration de tous les paliers du monde de la mort, régi par la position des astres. Les astrologues, évidemment, pensent que c'est les astres qui manipulent l'homme, tandis que les astres ne font qu'attirer mécaniquement une partie du ciel qui, elle, est en correspondance avec ce qui constitue l'âme, et c'est cette partie du ciel-là qui manipule l'homme. Alors l'enfant venant au monde est automatiquement influencé. Pourquoi? Parce que l'âme est un phénomène mémoriel, un phénomène qui a la capacité d'englober de la mémoire. Donc l'âme automatiquement ne peut pas faire autrement que d'être créée par de la mémoire, par du passé. Donc il est influencé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme de l'enfant, vous savez très bien, vous avez tous un âme, une psychologie. Vous ne pouvez pas savoir quelque chose sans l'avoir expérimenté. Expérimenter peut prendre, disons comme synonyme, le terme apprendre, vivre. Hein? Essayer. Bon, y goûter, souvent. L'âme lui-même évolue, il accumule de la mémoire, de la mémoire, de la mémoire. Lorsque cette mémoire finit par s'énergiser et s'agglomérer l'une sur l'autre, ça crée de l'ego. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a suffisamment de mémoire qui est accumulée que cette mémoire a le potentiel dans l'âme d'induire une action. C'est-à-dire que cette mémoire a la faculté, elle est tellement puissante maintenant que dans l'âme, elle est capable de laisser des traces d'elle-même dans l'âme. Laissant des traces d'elle-même dans l'âme, elle peut expérimenter qu'elle est là. Exactement comme toi, tu ne peux pas te voir. Mais si tu marches dans la neige, tu te retournes et tu vois tes traces. Alors évidemment, tu ne comprends pas. Il y a quelque chose. Tu continues à marcher, devant, il n'y a rien, et tu marches, tu te retournes, il y a des traces. Ces traces sont l'expérience que tu es, même si tu ne peux pas te voir. Les yeux ne se voient pas, mais ils voient. L'ego ne se voit pas, mais il voit. L'ego, à un moment donné, a la faculté de laisser des traces dans la mémoire expérientielle de son âme. Observant ces traces, il dit « Merde, j'ai été. » Si j'ai été, c'est que je suis. Et là, l'ego s'identifie. L'ego devient le je, le moi. L'ego devient le centre moteur de l'âme. Et là, l'ego va vouloir maintenant commencer à régir le monde. Pourquoi l'ego va vouloir régir le monde? Pour accumuler de la nourriture. L'ego, c'est très bien. Il y a deux choses au niveau de l'ego. Premièrement, l'ego a besoin d'être nourri parce que l'ego, lorsqu'il n'est pas nourri, c'est-à-dire lorsque l'ego n'a pas d'expérience, lorsque l'ego n'a pas de stimulation. On a déjà vu que l'être humain préférait souffrir que de voir la vie plate. Il a besoin de stimulation. Alors, autant prendre des belles stimulations, mais il se contente facilement de mauvaises stimulations, du moins que l'ego est stimulé. Nourri. L'ego peut expérimenter que lorsqu'il ne se passe plus rien, lorsqu'il n'y a plus de sens, lorsqu'il n'y a plus rien, lentement, l'ego s'effrite. Donc, l'ego meurt. Là, pour ne pas mourir, l'ego a besoin de nourriture, ce qui fait que l'ego va vouloir jouer, va vouloir parler, va vouloir faire des choses, va vouloir foncer, va vouloir être stimulé par la sexualité, par la couleur, par le son, la musique, par la boisson, par le monde des morts. La boisson t'amène dans le plan astral où tu rêves réveillé. Alors évidemment, t'expérimentes, comme la drogue d'ailleurs. Alors ce qui va arriver, c'est que on a ce phénomène de l'ego, et l'ego a aussi absolument besoin de savoir qui il est. Parce qu'il n'y a pas un seul personnage ici dans la salle qui aimerait être vivant sans le savoir. Parce que pour lui, c'est qu'il voudrait être mort. Tu es vivant, mais tu ne le sais pas. Ben, c'est comme quand tu es mort, tu ne le sais pas non plus. C'est comme un animal. Oui, l'animal a que la conscience instinctive, donc vitale de sa présence, qui est une présence procréatrice surtout, mais effectivement, l'animal, à part l'animal au contact de l'homme, qui, par la vibration de l'homme, finit par avoir un peu la consistance, qu'il est là, mais à peine, parce que l'animal n'a effectivement pas d'ego identifié. Il a un ego qui n'est pas encore identifié. L'ego a donc un autre problème, en plus de celui d'être nourri, ramasser de l'expérience, et c'est là que va naître la psychologie. L'ego a un autre problème, c'est qu'il doit continuellement savoir qu'il est là.
Pour continuellement savoir qu'il est là, il doit continuellement laisser une trace et observer la trace. Si tu ne bouges pas et qu'il neige, il n'y a plus de traces, de preuves que tu es. Donc, il faut que tu marches. Si tu marches, tu laisses des traces. Laissant des traces, tu laisses une mémoire. Expérimentant la mémoire, tu sais que tu es. Cela va obliger l'ego à devoir continuellement s'exprimer. Et c'est là que la science psychologique va amener à l'humain et lui dire, ben oui, mais exprimez-vous. Vous avez besoin de vous exprimer. Alors tu fais de la peinture, donc tu es là. Tu cries, tu gueules, tu ris, tu jouis, tu bois, tu te drogues, tu fais n'importe quoi, mais tu dois t'exprimer. Tu joues à la course, tu fais de la course automobile, tu fais du saut en parachute, tu fais du deltaplane, tu fais du n'importe quoi, mais tu dois faire quelque chose. Oui, Parce que sinon l'ennui apparaît, l'ego ne sait plus qu'il est là. Oui, mais cette expérience-là, tout le monde se réfère à cette expérience-là pour pouvoir vivre la seconde qui vient, l'instant. C'est le problème. C'est le problème. Disons que présentement, il y a l'ego, il y a les mémoires volatiles, c'est-à-dire toute l'expérience qui a été amenée, qui a été mémorisée, toute l'expérience de l'humain. Et il y a le périsprit, l'enveloppe qui contient l'âme, qui permet à cette âme de ne pas se mélanger aux autres âmes lorsqu'elle se touche. Selon l'épaisseur du périsprit, évidemment, la personne pourrait être plus ou moins influençable. Mais ça, on en a déjà parlé. Bon, aller chercher quelque chose, prenons l'enfant, pour pouvoir expérimenter des choses, donc ça lui amène de la nourriture. Lorsque l'enfant s'approche d'un rond de poêle, il veut expérimenter. S'il met sa main dessus, l'expérience n'est pas ce qu'il recherchait. Il enregistre quand même au niveau de son âme l'expérience que ça brûle, que la peau qui est toute carbonisée et qui a collé un bout de temps. Bon. Il enregistre l'expérience de la bonne femme qui arrive en criant. Il enregistre toute l'expérience au complet, mais le problème, c'est que touchant le rond du poêle et l'âme, voulant l'expérience, ayant diminué la protection de son enveloppe périsprique pour avoir le plus possible de nourriture. Un peu comme lorsque l'humain rencontre quelqu'un puis qu'il fait confiance, il s'ouvre à lui. Ben, c'est ça qu'il faut pas faire. Mais oui, mais Daniel... Lorsque l'âme approche, lorsque l'enfant touche au rond du poêle, il s'ouvre à l'expérience, il va être nourri. Quand il touche, l'énergie vibratoire qui pénètre dans son âme n'est pas ce qui s'attend. Cette énergie, elle pénètre et elle vient frapper l'ego de plein fouet, le heurtant. Elle peut arracher une partie de l'ego. On appelle ça un traumatisme majeur au niveau de la psychologie. Alors l'enfant peut rester traumatisé un bout de temps parce que l'ego vient de perdre son identité. L'ego vient de manger un claque. Mais le problème, ce n'est pas ça, c'est que la pénétration de n'importe quelle expérience événementielle, la pénétration dans l'âme de n'importe quel événement, doux, paisible ou violent, quand la vibration amenée par les sens pénètre l'âme, elle crée un remous dans les mémoires de l'âme, jusqu'à temps qu'elle arrive à l'ego. Ce remous créé dans les mémoires, c'est aussi de l'expérience dans l'âme. Alors, il y a deux formes d'expérience que l'ego va connaître. Il va premièrement connaître la perception de ce que ses sens lui apportent et le remous créé par cette perception à l'intérieur de l'âme. Ce remous créé par la perception à l'intérieur de l'âme porte le nom psychologique d'émotion. Lorsque l'enfant touche, l'énergie pénètre à une vitesse folle et le remous créé est l'émotion majeure. Lorsque l'ego est heurté par l'énergie violente du contact avec le rond du poêle, ce qui est généré comme expérience dans l'âme crée une émotion relativement dangereuse qui pourra même avoir une trace assez forte que l'enfant pourra toujours être hanté par cette mécanicité. Bon, évidemment, il y a différents degrés où, à un moment donné, ça ne heurte pas parce que tu n'étais pas sûr, donc tu n'étais pas ouvert. Tu touches out, ça crée une leçon. Tu étais ouvert quand même, parce que tu peux pas expérimenter quelque chose si t'es pas ouvert. Non, quand je parle, c'est l'ouverture du périsprit. La personne peut expérimenter, même par accident, elle peut expérimenter des choses, donc elle n'est pas ouverte. Hein, quand tu marches sur un clou dans un chantier de construction, tu n'étais pas ouvert à expérimenter le clou. Ça donne simplement que tu es fermé, mais tu expérimentes le clou. Ça ne sera pas un traumatisme, mais ça va être une leçon pour toi. Sauf que chaque fois que tu vas avoir un chantier de construction, évidemment, ton ego va avoir le chantier. Il va fouiller dans ses mémoires pour trouver à quoi ça ressemble ça. Ça se fait à une vitesse folle. L'humain pense que c'est instantané. Et là, OK, c'est un chantier de construction. Et automatiquement, il aura peur du chantier parce que ramenant à la présence de la planche et du clou, qui est l'événement qui pourrait dire « Fais attention, il y a des clous », ramenant l'événement à sa conscience, il ramène automatiquement la mémoire émotive qu'il a accolée à cet événement lorsqu'il l'a vécu. Et lorsqu'il voit le chantier de construction, il pense à la planche et le clou et automatiquement, il a peur. Ça, c'est la psychologie de l'homme ancien. Oui, mais je trouve ça très utile parce que finalement... Moi, oui, c'est très utile, c'est officiel. C'est sûr que c'est utile. Ah oui, mais à ce moment-là, c'est quoi la... Pour les animaux, c'est utile. Pour les humains aussi. Moi, j'ai pas envie de passer mon temps à aller dans un chantier puis avoir plein de clous plantés parce que j'ai pas voulu apprendre... Alors donc, tu as peur, et vu que tu as peur, tu ne vas plus dans les chantiers. Ben non, je peux y aller, mais je vais délicatement. Je regarde.
Est-ce que Quand c'est je vois un clou avec une planche, je passe pas dessus. Est-ce que c'est nécessaire que tu aies peur pour faire ça? Non, ça m'engendre pas nécessairement. Voilà, donc la peur ne sert à rien, c'est ce que je viens de te dire. Ben oui, mais je te parlais pas de la peur, là. Je te parle de l'expérience. T'as pas une peur à n'en plus Non, finir. l'expérience est utile. L'expérience est toujours utile, mais le problème dans l'ego, dans la psychologie de l'homme ancien, c'est que l'homme ancien, lorsqu'il vit, par exemple, le clou dans le pied, il enregistre l'expérience planche-clou-pied, douleur. Cette énergie, cette expérience pénètre dans l'âme, crée un remous que l'ego n'aime pas. Et ce remous, c'est l'émotion qu'il va accoler à l'événement. Clou, planche, pied, douleur. Émotion, yark. Lorsqu'il revoit le chantier de construction, il vérifie y a-t-il des dangers. Alors il ramène la planche, clou, pied, douleur, émotion, yark. Et là, il a peur en pensant à la planche. Toi, tu me dis que l'expérience peut être utile. Oui, si tu as la faculté de ramener l'expérience sans l'émotion. Et là, on se rapproche de la psychologie de l'homme nouveau. Ça, c'est la psychologie de l'homme transitif. Lorsque l'humain, psychologie de l'homme ancien, la psychologie, c'est quoi? La psychologie, c'est la relation. Et là, c'est là que c'est important. C'est la relation, tout ça pour expliquer c'est quoi la psychologie, c'est la relation entre l'ego et ce qui est créé par la mémoire et l'extérieur. C'est la psychologie. La psychologie, disons que dans l'âme, il y a l'expression première du désir, c'est-à-dire que l'ego a besoin de nourriture, donc il va désirer. Oui, mais je désire rencontrer telle personne, c'est le fun avec elle. Tu te nourris. Je désire aller voir une vue, tu sais, il se passe des choses. Tu te nourris. Je désire manger telle chose, j'aime ça. Et psychologiquement, tu te nourris. Le désir est une nourriture. Donc, le désir. L'émotion, c'est l'énergie enregistrée lors de la perception de l'extérieur. Donc, chaque fois que l'ego se nourrit, ça laisse une trace. Il se cochonne. C'est l'émotion. Donc, la psychologie, c'est la relation du désir, de l'émotion. Et le désir et l'émotion ne peuvent pas exister dans l'âme d'un humain s'il n'y a pas de la mémoire, donc si l'homme n'a pas déjà de l'expérience. C'est-à-dire qu'un enfant, pour qu'il ait des désirs, il doit avoir de l'expérience. Pour qu'il ait de l'émotion, il doit avoir de l'expérience. Oh, la mère va dire, il y a des émotions, gars, il broye. Non, il broye pas, c'est un stimuli gastrique, il a faim. C'est pas de l'émotion. D'accord? S'il a peur de manquer de nourriture, ça devient de l'émotion. C'est plus pareil. Mais pour avoir peur de manquer de nourriture, il faudra qu'il connaisse la nourriture. Donc, il a besoin de mémoire. Pour désirer tel genre de lait ou tel genre de pablum, il faudra évidemment qu'il en ait connu. Il faudra qu'il ait expérimenté la gustation. Donc, il faudra qu'il y ait de la mémoire. La mémoire, le désir et l'émotion, c'est la psychologie. Toute la science théologique, amique, évolutive est basée là-dessus. Et toute la science psychologique ou psychiatrique est basée aussi là-dessus, même si les deux s'astinent l'un envers l'autre. Mais l'homme nouveau, lui, lorsque tu vas y présenter un enfant nouveau, il va avoir un choix à faire aussi. Comment il va faire son choix s'il n'y a pas d'expérience? Bon, l'enfant nouveau est nouveau de par ses cordes génétiques, mais pas par la finalité de son état. C'est-à-dire que l'enfant nouveau n'est pas un homme nouveau. C'est un enfant qui a toute la mécanicité corporelle, vitale, disons même amique, mais pas expérientielle, de devenir un homme nouveau. Ça reste un enfant. Il peut donc être altéré, même détruit par l'homme ancien, comme il peut aussi être laissé à lui-même et devenir un homme nouveau. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme ancien vit donc un monde évolutif complet où il y a son âme, qui, l'âme, elle, pour pouvoir être sécuritaire, se sentir sécure, doit avoir besoin de nourriture et elle doit avoir aussi besoin de possibilités d'expression. Là, tout va bien. C'est la psychologie de l'homme. Lorsque l'expression n'est pas correcte, la psychologie en souffre, donc on a des problèmes psychologiques. Lorsque la nourriture manque, à un moment donné, ça ne va plus. On va dire à quelqu'un, ben oui, mais regarde, prends ceci, puis distrais-toi avec ça. La personne regarde ça, puis c'est plate. Oui, mais tout le monde aime ça, je vois ça. Oui, mais moi, c'est plate. Pourquoi? Parce que l'ego n'est pas constitué de parties énergétiques qui peuvent être en relation avec la nourriture amenée par le jeu. Alors, le jeu est plate. Un autre, il prend le jeu, mais le jeu est une partie, ça fait 20 ans qu'il joue ce jeu-là. Donc, une partie de son ego qui est constituée du jeu. Lorsqu'il prend le jeu, ça amène de la nourriture à l'ego. Tandis que l'autre qui prend le jeu puis qui n'aime pas le jeu, ça amène de la nourriture au niveau du plan de l'âme, au niveau des mémoires volatiles, de l'expérience de l'âme, mais ça n'amène rien à l'ego. S'il joue pendant un bout de temps, il va finir par aimer ça. C'est-à-dire qu'il va finir par l'incruster suffisamment chez lui, c'est un maudit jeu, qu'il va finir par le trouver le fun. Monopoly, première fois. Puis quand tu perds encore plus, ça ressemble trop à ta vie. Mais quand tu commences à jouer plus qu'une fois, tu commences à inclure ça dans ta mémoire, tu commences à t'expérimenter du jeu, là, tu commences à aimer le jeu. Puis ça fait 10 ans que tu n'as pas joué, il y a des chances que tu n'aimes plus ça. Bon. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que
cette âme a une faculté d'expansion évolutive, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas évoluer. L'âme, c'est régi par de la mémoire. Étant régi par de la mémoire, c'est régi par le monde des morts, donc par le ciel, et c'est pourquoi aussi les âmes vont là. Quand on parle de réincarnation ou de résurrection, c'est le même phénomène, on parle de sortir l'âme du monde de la mort. Alors, bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme étant limitée, donc toute la psychologie de l'homme est limitée par l'expérience de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, a besoin d'expérimenter une chose pour pouvoir la connaître. Et ça, c'est le biais, c'est le point fondamental de l'homme ancien, c'est qu'il a besoin d'expérimenter. C'est donc un être humain expérientiel. Pas expérimental, expérientiel. Il a besoin d'expérimenter une chose ou un processus pour pouvoir le connaître. Tandis que l'homme nouveau, lui, est instantané, c'est-à-dire qu'il n'est plus expérientiel, donc il n'a plus besoin d'expérimenter pour connaître. Il sait. Mais on va expliquer comment on en arrive là. Alors, psychologie de l'homme nouveau, c'est pas vrai. La mentologie de l'homme nouveau, peut-être. Puis encore là, la supraconscience de l'homme nouveau, OK, là, on peut s'entendre. Bon. Lorsque l'ego recherche des choses, il veut de la nourriture. Cette nourriture, il se brûle souvent, alors il finit par fouiller dans ses mémoires pour essayer de comprendre comment il peut arriver à être nourri sans souffrance, sans qu'il y ait de heurts. Automatiquement, il va implanter quelque chose de neuf chez lui, le plan mental, c'est-à-dire qu'il va être capable d'amener la mémoire qui a été émotivée à une région de sa conscience, physiquement c'est le cortex cérébral, à une région de sa conscience où l'événement mémoriel peut être là, mais où la mémoire émotive ne peut plus passer. Alors, il commence à avoir un logiférateur chez lui. Il devient logique, il devient intellectuel, il devient mental. Il est donc capable maintenant d'analyser des conditions mémorielles sans que l'émotion vienne s'en mêler. Et ça, c'est l'homme transitif qui vient de naître. Bon. L'émotion s'en mêle de moins en moins, tu veux dire. Parce qu'elle s'en mêle encore. Non, elle s'en mêle encore tant qu'elle s'en mêle. Mais quand elle s'en mêle plus, elle s'en mêle plus. Lorsque le mental arrive à un point où il peut prendre la mémoire émotive, l'amener au niveau du mental, disons, dégarni de cette mémoire émotive, alors automatiquement, la mémoire émotive n'a plus de faculté. Maintenant, chez l'homme transitif, il y a un problème. C'est que la mémoire émotive qui est dégarnie de la mémoire événementielle, alors tu rentres dans ton chantier, tu repenses à la planche et au clou, alors tu n'as pas peur, parce que l'émotion ne vient pas avec. Tu vas dire, bon, alors je vais donc m'acheter des souliers avec des semelles de métal, ou bien je vais m'en fabriquer, ou bien je vais, etc. Par contre, ce qui arrive chez l'homme transitif souvent, c'est que la partie émotive qui a été éliminée de la partie événementielle commence à être logique. Cette partie émotive, elle n'est pas annihilée. Elle reste dans l'âme, mais sans événement. Elle n'a plus la possibilité de se retrouver après un morceau événementiel. Et elle risque d'être exprimée quand même. Et vous allez vous reconnaître, plusieurs d'entre vous, elle risque d'être exprimée quand même au niveau du corps par le biais du système endocrinien, mais pas au niveau de la tête, au niveau de ta conscience. Alors tu vas dire, je suis gêné. Tu sais, oui, mais est-ce que mentalement tu es gêné? Est-ce que tu trouves ça intelligent d'être gêné? Non, c'est con. Mais j'arrive pas à me contrôler. Je veux dire, c'est stupide, je le sais que je devrais pas être gêné. Mais je suis tout mouillé. Je suis tout rouge. Oui. Alors, mentalement, ça, c'est l'homme transitif. Et ça, il faut faire attention. C'est une déprogrammation, ça, on pourrait appeler ça? Non, c'est une transition. Parce que la programmation va être transformée, donc elle n'est jamais déprogrammée, elle est améliorative, la programmation. Donc, on l'améliore. Alors, l'être humain va pouvoir dire, par exemple, c'est drôle, mais tous les fois que je rencontre telle personne, je peux plus parler. Tu sais, c'est complètement con, c'est stupide, c'est niaiseux. Voilà, elle le rencontre, elle a peut-être la faculté, quand elle vit l'événement, d'être mentale et logique, puis elle peut regarder toute l'expression émotive de son corps qui n'est pas en correspondance avec ce qu'elle vit dans sa conscience. Elle a une conscience mentale, c'est donc un être transitif. Et ça fait partie de la psychologie de l'homme transitif. Comment pouvons-nous faire pour arriver à faire en sorte que l'émotion ne s'exprime plus dans le corps? Parce que certains vont dire, moi, je ne souffre plus tellement d'émotions. Non, mais tu as un cancer. Ou tu as un ulcère. Ou tu as des problèmes digestifs. Tu sais, comment ça se fait? Un gars évolué comme toi qui reste froid, qui reste efficace, devient malade. Parce que le phénomène émotif s'exprime toujours. Et comment faire? Et ça fait partie de l'homme transitif qui augmente. Là, on parle de psychologie réelle au niveau de l'homme transitif. Là, ça commence à être intéressant. C'est que la partie mentale, lorsque l'âme vibre, le périsprit va contenir l'énergie mentale, donc l'enveloppe de l'âme, le séraphin. Lorsque l'âme a besoin, lorsque l'ego veut, par exemple, avoir telle réponse, telle solution, lorsque l'ego ne veut plus manquer d'argent, lorsque l'ego veut être sécure,
l'ego remet au mental la faculté, c'est-à-dire l'ordre, le travail, de trouver des solutions pratiques et logiques que l'ego va après ça mettre en œuvre. Savez-vous pourquoi la majorité d'entre vous, lorsqu'à un moment donné, vous conceptualisez quelque chose de logique, d'intelligent, dites « Ah, ça, c'est la solution ». Pourquoi vous l'appliquez souvent et ça ne marche pas comme vous avez pensé? Parce que regardez comment l'ego, subtilement, vous fuck, c'est-à-dire fuck carrément l'énergie mentale. Tel problème, je mentalise une solution, je la rends logique, je logifère sur mon problème, et lorsque j'ai une solution, à qui la solution est-elle amenée? À l'ego. C'est pourquoi il faudrait l'écrire ou la verbaliser. Elle est amenée à l'ego, et là, l'ego, lui, prend la solution, la regarde, et là, vous allez vous reconnaître encore une fois, l'ego, qu'est-ce qu'il fait? C'est que l'événement qui est le problème, ça existe aussi dans l'âme, c'est mémorisé dans l'âme. Alors, l'ego prend la solution mentale, puis l'applique dans son âme. Puis là, il jubile. « Hey, oui, ça va marcher. » Parce que là, il voit les résultats dans son âme. Mais l'âme n'est jamais la reproduction exacte de la réalité. C'est coloré. Alors, la solution, l'ego a dit « Oui, telle chose. » L'ego va adapter la solution logique à ce qui existe dans l'âme, à l'événement dans l'âme. Et là, lorsque l'ego va vouloir la mettre en application maintenant dans la réalité, il va l'avoir colorée parce qu'il l'aura ajustée à lui-même. Alors, la solution paraît belle, puis elle marche pas tout à fait. Pourquoi? Parce que l'ego jubile, l'ego est déjà content de la solution avant même de l'appliquer. C'est-à-dire que l'ego va se vanter du résultat avant même de l'avoir, ce qu'on appelle vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pourquoi? Parce que j'ai un problème. J'ai, par exemple, une crevaison. Alors, j'observe mon auto. C'est mémorisé dans mon ego, dans mon âme. Mon ego se dit comment régler le problème. Il remet ça au mental. Le mental dit, tu prends la roue de secours, qui est fais ceci, fais cela, fais cela. Alors là, le mental, par exemple, peut dire, tu défais les boulons, tu sais, puis si les boulons sont durs, mais vu que l'ego ajuste immédiatement la réponse à ce qu'il a comme problème chez lui, l'auto, alors les boulons sont pas durs. Ça marche, ici, il y a ça. Alors l'ego sort, il sort les bebelles, il vient, puis il casse un boulon. Pourtant, c'était facile. Il continue à un moment donné, puis là, le char tombe en bas du cric. Pourquoi? Parce qu'il l'avait pas calé. Le mental, il avait tout dit. Mais l'ego, lui, tu mets une cale là, l'autre, il vérifie. Non, son char, il est bien droit, il bougera pas. La cale, on laisse tomber. Il vérifie pas avec la réalité, il vérifie avec la mémoire qu'il a dans lui de la réalité. Donc, la logistique mentale de l'homme transitif n'est pas toujours en correspondance avec une efficacité réelle parce qu'elle est toujours colorée par l'ego. Ça, c'est l'homme transitif. Lorsque l'homme transitif monte en vibration, c'est-à-dire que lorsque l'homme transitif évolue toujours, sa psychologie, elle aborde une phase neuve. L'ego finit par s'en remettre continuellement au plan mental. La sensibilité, c'est la possibilité vitale de percevoir une correspondance énergétique entre celui qui perçoit et la chose perçue. Ça, c'est la sensibilité. C'est-à-dire que la sensibilité, c'est le transport énergétique de quelque chose, d'une vision, d'une audition, d'une olfaction, d'un toucher, d'une gustation, vers un centre de conscience identifié, en l'occurrence l'ego ou l'ego mental. C'est la sensibilité. Lorsqu'un être humain regarde quelque chose, il vibre avec la chose. La chose est donc communiquée chez lui, et lorsque la chose communiquée chez lui pénètre dans l'âme, elle traverse les mémoires volatiles pour aller à l'ego, traversant les mémoires volatiles selon une façon particulière, qui est particularisée par l'onde, par l'énergie de la perception, donc dépend de ce que tu as vu. Elle laisse une trace expérientielle dans l'âme. Et si l'ego adore la trace expérientielle dans l'âme, alors l'ego va dire qu'il aime la chose. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il observe la chose, la perception de la chose restimule la même expérience dans l'âme et l'ego tripe sur la perception de la chose. C'est ce qui m'a fait dire souvent, la personne, elle aime les fleurs. Elle coupe la fleur, elle la tue, elle la met dans un bocal, puis elle aime toujours la fleur. Elle aime la perception de la fleur, pas la fleur. Bon, la sensibilité, c'est un phénomène de l'homme transitif avancé ou de l'homme nouveau, ce n'est pas de l'émotion. Parce que l'émotion, c'est l'accaparation événementielle d'une sensibilité. La sensibilité, c'est la possibilité de résonner à l'extérieur, de vibrer en résonance avec l'extérieur. Tu es sensible. La sensibilité de l'homme ancien est une sensibilité amique. C'est-à-dire que si quelqu'un se met à crier, il est tout bouleversé. T'sais, si quelqu'un il arrive un accident ou il voit un accident ou il voit quelque chose, il est tout bouleversé. Quand il voit le pape, il voit un paquet de monde qui le regarde et tout est mis pour abroyer. C'est de la sensibilité amique. La sensibilité de l'homme nouveau ou de l'homme transitif, au niveau psychologique de l'homme transitif, la sensibilité mentale, elle te met en résonance, elle peut te faire même sécréter des larmes. Mais pas parce que c'est de l'émotion.
Comment l'homme transitif, comment un jour allez-vous pouvoir arriver à pouvoir fouiller dans vos mémoires expérientielles, amener la mémoire quelque part, la dissocier de l'émotion et de faire en sorte que l'émotion libre ne s'exprime pas en pathologie ou en transpiration dans votre corps, même si mentalement tout est clair. Comment? Parce qu'à un moment donné, il va y avoir une mutation au niveau des plans vitalo, astralo-mental et au niveau du cerveau. C'est-à-dire que le mental de l'homme, le logiférateur de l'homme, va parvenir à prendre le contrôle du système endocrinien. Hein? Et donc, il va le désassujettir de l'âme. C'est-à-dire que là, lorsque le mental va observer des choses, la mémoire émotive de l'âme va se promener dans l'âme, mais elle ne pourra plus s'exprimer par le biais du corps physique parce qu'elle n'a plus le contrôle, l'âme n'aura plus le contrôle du système endocrinien, donc du thalamus. Qu'est-ce qui se passe dans l'âme à ce moment-là? Ça s'en va? Non, on va y revenir. Ça va se digérer, ça va faire du périsprit, puis ça va permettre à l'humain d'évoluer. Mais on va y revenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment un homme nouveau peut-il arriver à observer quelque chose et avoir des larmes? Pour la simple raison que la vibration perceptible, la sensibilité mentale de la perception d'une chose, pénètre dans l'âme, évidemment. Elle est expérimentée dans l'âme. L'événement est amené au niveau du mental et la vibration de la perception d'une chose au niveau de la programmation du mental, qui est évidemment régie par le phénomène des mémoires de l'âme, mais sans l'émotion, crée dans le mental une vibration. Et comme le mental a le contrôle maintenant du système endocrinien, le mental va donc s'exprimer lui aussi par le corps physique, mais sans plus jamais altérer le corps physique. Donc, il ne le vieillira plus, il ne le pathologiera plus, donc il ne le rendra plus malade, il ne fera plus exprimer un paquet de conneries, disons, de choc, c'est-à-dire qu'il n'agressera plus le corps physique, et le corps physique n'aura donc pas besoin de réagir. Alors, il va être capable, le mental, par résonance, vu que celui maintenant il va s'exprimer par le plan endocrinien, il va exprimer certaines formes d'énergie, de sensibilité. Alors, un homme nouveau peut regarder quelque chose et puis avoir des larmes. Parce que les glandes lacrymales, qui font partie du système exocrinien, sont quand même régies par la même mécanicité astrale, donc, parce que l'astral a son siège au niveau thalamique, qui contrôle le système endocrinien par l'hypothalamus et le système exocrinien, la salive, par exemple. Quelqu'un qui, émotivement, voit de la bonne bouffe se met à saliver. Ah, ça, c'est l'âme, la nourriture. Pourquoi? Parce que quand il mange, ça crée une stimulation gustative qui, dans l'âme, est perçue comme une nourriture amique, égoïque, très bonne. Alors, le gars se met à saliver tout de suite. Pour ceux qui ont vu la guerre du feu, mais quand il voit des gazelles à 50 000 de là, ils ont toute de la bave sur le barbe. Bon, là, l'humain a évolué. C'est-à-dire que l'humain, maintenant, l'avale plutôt que de la sortir. Hein? Mais on le voit plus, mais ça salive encore. L'eau vient à la bouche. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que donc l'homme nouveau a donc la faculté d'exprimer par le corps certaines sensibilités, mais ce ne sera pas de l'émotion, donc ça ne sera jamais hyper exprimé, ça ne sera jamais dangereux. Le corps n'aura jamais à réagir, le corps va exprimer simplement la sensibilité de la perception mentale de l'homme nouveau. Qu'est-ce qui arrive avec l'âme? Psychologiquement, l'homme nouveau a une partie mentale hautement résonante qui a la faculté de légiférer sur la mémoire de l'âme sans l'émotion. Donc, il lui permet maintenant de se servir de l'expérience de ton clou et de ta planche sans souffrir d'avoir vécu ça. Il va donc devenir efficace. Maintenant, on se demande souvent, l'homme ancien, l'ego, l'âme, demande souvent, « Oui, mais l'homme, pas d'âme. » Ben, l'homme nouveau, c'est mieux. L'homme, pas d'âme. Ça va être un robot. Il n'y aura plus d'émotion. Non, il n'y aura plus d'émotion, mais il ne sera pas un robot. Parce que le robot n'a pas de sensibilité. Le robot ne peut même pas avoir accès à ce que l'homme nouveau aura accès, à un savoir instantané. Le robot a besoin d'expérimenter comme l'âme. Le robot, c'est la connotation mentale de l'homme. Mais le mental de l'homme, c'est assujetti à la mémoire de l'homme, à la mémoire de l'âme. Mais pas à l'émotion de l'âme, mais à la mémoire de l'âme. Le mental de l'homme ne peut pas expliquer ou légiférer ou associer des choses qu'il n'a pas en mémoire. Le mental de l'homme ne peut pas parler en anglais ou en allemand ou en prussien, ouais, là, on change un peu de langue, mais on reste au niveau de... Bon, elle ne peut pas parler, le mental ne peut pas parler dans une autre langue pour la simple raison qu'il n'a pas la mémoire. Le mental fait comme l'âme, comme l'ego, il se sert de la mémoire expérientielle, sauf que le mental ne peut pas vivre de l'émotion, donc le mental peut se servir de l'événement, de la mémoire de l'événement, telle qu'elle pure, sans émotion. Il est donc au-delà de l'astral. Maintenant, l'homme nouveau, lui... Mais à quoi ça va servir, justement, que l'homme perde ça, cette psychologie? Ça va servir simplement à permettre à l'homme intelligent de devenir ce qu'il doit être, donc de permettre à l'homme réel de s'exprimer. Mais ça, on va juste expliquer deux petites choses avant. Lorsque le mental de l'homme vibre, c'est quoi vibrer? Bon, ça, c'est un problème encore. On parle de vibrer, puis les personnes qui, disons, ne m'entendent pas souvent, vibrer, c'est intéressant, mais ça veut rien dire. Lorsque tu vibres à une émotion forte,
ton corps physique vibre, c'est-à-dire que tu augmentes ta vibration. Lorsque tu es down, ça veut dire dépressif, ça veut dire bas en vibration. Lorsqu'on te motive, lorsqu'on t'énergise, lorsque c'est ça, augmente ta vibration. Et c'est réellement une vibration au niveau des mémoires, même si elle n'est pas nécessairement calculable avec des appareils scientifiques, quoique la correspondance physique de la vibration émotive est calculable. Te mettre en onde alpha, ou émettre des ondes bêta, ou theta, ou etc. au niveau de ton cerveau, c'est la correspondance physique qui est calculable par un électroencéphalogramme ou par certains appareils de biofeedback, mais c'est la correspondance d'une vibration émotive. Par exemple, je m'imagine quelque chose qui me fait peur et mon cœur accélère. L'accélération du cœur est la correspondance physique. Mais je vis une vibration particulière qui va s'exprimer par mon système endocrine et accélérer mon cœur en sécrétant des catécholamines qui vont être correspondantes au cœur. Lorsque on parle de montant en vibration, c'est un peu le même phénomène. Celui qui essaie de comprendre un problème qui n'arrive pas, il n'y a pas la vibration pour. Celui qui monte en vibration doit prendre de l'énergie quelque part. Alors, celui qui fait un gros travail intellectuel la prend dans son corps physique, donc sera épuisé après. Celui qui vit une grosse émotion la prend dans son corps physique, sera malade ou épuisé. L'homme nouveau prend l'énergie là où elle se trouve, c'est-à-dire qu'il ne la prend plus chez lui, il ne la prend pas chez les autres, il la prend simplement dans l'air. C'est-à-dire qu'il la prend au niveau du plan supramental, donc d'un plan supérieur à l'énergie mentale. Et l'homme nouveau, par énergisation de son mental, finit par entrer en connaissance, disons en contact, non plus avec une mémoire expérientielle, mais une correspondance énergétique ondoformique, c'est-à-dire qui est en relation étroite avec l'onde de forme des événements. Vous savez, un événement, c'est de la vie. Un événement, quand ça se passe quelque part, ça a une relation, sa vie. Ça émet un paquet de relations. C'est quoi le savoir instantané au niveau de l'homme nouveau dans le début? C'est simplement la perception instantanée, complète de toute la vibration d'un événement. Donc, il n'a pas besoin d'observer ça, le mettre en mémoire, ça, le mettre en mémoire, ça, le mettre en mémoire, voir le char qui vient, le mettre en mémoire, voir la neige qui tombe, le mettre en mémoire, savoir qu'il y a des pneus d'été, donc fouiller dans sa mémoire. Et après ça, au niveau mental, associer toutes ces mémoires, là, le temps passe. Associer toutes ces mémoires, arriver à une solution, la solution, il vérifie si elle est encore applicable. Non, le camion a avancé, la neige tombe un peu plus, la plaque de glace est en dessous de tes roues. Alors là, il se tout mémorisé encore. Alors, il associe une autre solution pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Là, lorsqu'il revérifie la solution, ça l'a encore bougé. L'homme nouveau a un savoir instantané en ce sens que instantanément, il englobe toute la mécanicité énergétique, donc créée par l'onde de forme de l'événement, donc ondoformique, et cette instantanéité amène à son mental. Non, le mental n'a pas besoin de trouver une solution, parce que la solution, elle apparaît toujours lorsque tu comprends. Lorsque tu comprends, tu ne cherches plus de solution. Lorsque tu englobes tout, tu comprends. Lorsque tu comprends, tu as la solution. L'énergie mentale de l'homme nouveau, ce n'est pas une psychologie, ce n'est pas relié à la mémoire amique, c'est relié à de l'instantanéité, c'est de la vie. L'homme nouveau, lui, englobant instantanément la mécanicité énergétique d'un événement, automatiquement, l'englobant tout, le comprend tout, le comprenant tout, le solutionne tout, ce qui fait que son mental n'aura maintenant qu'à exprimer par le biais du corps physique. Et là encore, c'est l'avantage de l'homme nouveau, c'est que l'émotion n'est pas en train de s'exprimer dans le corps, retardant évidemment, sinon annihilant, l'expression mentale du bonhomme. Le gars, il est venu pour tourner, mais il avait les bras barrés. Bon, mentalement, il sait qu'il faut qu'il tourne, mais vu que l'émotion est en train de s'exprimer, ben le gars, il tournera pas. Pourquoi? Parce que les muscles sont tétanisés par une expression hormonale. Puis le gars, avant que ça déclenche, ben il est trop tard. Tu vois quelque chose, faut que je freine, mais le pied bouge pas. Non, l'émotion s'exprime pendant ce temps-là. Quand l'âme aura fini de triper pour se nourrir, ben là, peut-être, tu pourras tourner ton char ou freiner. Tandis que l'homme nouveau, n'ayant pas d'émotion qui s'exprime par le biais du corps physique, lorsqu'il voit des choses, automatiquement, il reste relax, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion qui vienne le crisper. Alors, évidemment, il agit. S'il n'a pas le choix qu'il doit rentrer dans un mur et mourir, eh bien, il meurt. Hein? L'homme ancien va faire le même phénomène, sauf qu'il va crier avant. Bon, il n'y aura pas plus de choix. Sauf que s'il y a une solution applicable, l'homme ancien risque de la rater. Parce qu'il faut que l'ego s'exprime, il faut que l'ego se nourrisse, il faut que l'ego trippe un peu, il faut que l'ego ait peur de la nourriture. Et puis après, si le mental est suffisamment puissant, qu'est-ce que c'est que l'idée de contrôler ses émotions? C'est d'essayer de désassujettir l'ego. C'est d'essayer de forcer l'ego à s'exprimer plus par la parole poétique, par la parole ou par la gestuelle artistique, plutôt que par la violence directement endocrinienne. On va l'appeler ça animal. La théologie va dire, tes émotions, exprime-les dans de l'art, dans la musique. Dans la sculpture, dans la poésie. Le psychologue va dire aussi exprime-les. Exprime-les, mais dans des dynamiques de groupe.
Mais C'est lorsqu'on va faire une thérapie, c'est pas dans une dynamique de groupe. Non, mais si tu fais ta thérapie, par exemple, chez vous, ça va créer des problèmes parce que si toi, tu exprimes ce que tu as émotivement à exprimer, il y a deux choses. Hein? La théologie dit, on parle d'expression présentement et on parle aussi de faire de l'art, de la poésie, de la musique, etc. Tout ça n'est pas bon. Pourquoi? Parce que l'expression que tu fais de ton plan émotif est toujours une nourriture de ton plan émotif. Tu es colérique et tu l'exprimes dans la peinture, tu n'auras pas d'ulcère. Mais tu seras toujours colérique, puis de plus en plus colérique, tu auras de plus en plus besoin d'écrire ou de peinturer. Prends la majorité de nos grands artistes, de nos génies. Plus ça allait, plus ils viraient fous, plus ils pondaient des génies, des chefs-d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissaient. Alors, si tu l'exprimes continuellement, tu t'auto-nourris. Ce n'est donc pas la solution. Le refoulement n'est pas la solution non plus. Pourquoi? Parce que tu t'auto-nourris aussi. Le refoulement, c'est l'expression d'une émotion inconnue de toi. Sans que tu aies un contrôle conscient. Elle s'exprime par tes pieds, elle va te donner des varices. Elle s'exprime. Bon. Mais ça te nourrit pareil. Il reste que l'homme transitif doit quand même avoir quelque chose pour sortir des choses. Il faut qu'il verbalise peut-être pour pas garder ça en dedans. C'est un palliatif. Non, l'homme transitif, évidemment, a la faculté maintenant, et ça, la majorité, vous l'avez, de pouvoir monter, peut-être pas toujours, mais de pouvoir monter l'énergie d'un événement à la conscience mentale sans l'émotion. Et l'émotion s'exprime quand même par le biais du corps physique, par le biais du système endocrinien. Maintenant, est-ce qu'il y a un truc? Est-ce qu'il y a une méthode, une manière d'arriver à pouvoir transcender ce phénomène? Bon, de toute façon, la conférence est finie. On va revenir à la deuxième partie. Ce sera donc la première question. Alors, s'il y a un truc pour arriver justement à pouvoir empêcher temporairement, tant que le mental n'a pas pris le contrôle du système endocrinien, l'expression de l'émotion, alors que dans notre tête, ça marche, dans notre corps, ça va pas. On va y revenir lors de la deuxième partie. Bien, merci, Daniel.